Une phrase qui ne passe pas inaperçue, celle de Marion Maréchal sur les réseaux sociaux. La petite fille de Jean-Marie Le Pen réagit à sa manière aux affaires Floyd et Traoré. Écoutez. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui d'ailleurs et une partie de sa famille manifestement. Je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche, c'est donc ce que dit Marion Maréchal. Jérémy Brossard, on va en parler avec vous et nos invités ce matin, Nicolas B, Caroline Janvier, Sandra Rigol. Juste avant, pour bien comprendre, pourquoi dit-elle cela? Pourquoi le dit-elle publiquement? C'est la question qu'on peut se poser. On a contacté son entourage ce matin. On nous parle d'une réaction assez épidermique. Elle parle de rouleau compresseur face aux images qu'on a pu voir sur des statues déboulonnées ou encore toute la polémique autour de la censure sur le film Autant en emporte le vent. Ce n'est sans doute pas un hasard. Malgré tout, elle intervient, Marion Maréchal, dans un contexte effectivement très particulier, dans une sortie de confinement en France assez agitée, et elle place carrément le débat sur des questions civilisationnelles, identitaires très fortes, ce que n'avait d'ailleurs pas fait Marine Le Pen hier, qui s'est exprimée, qui avait apporté son soutien à la police, qui avait évidemment critiqué l'action du gouvernement, notamment du ministre de l'Intérieur, en estimant que c'était un mauvais coup porté à la police. Mais Marine Le Pen n'est pas du tout allée sur ce terrain identitaire, une forme de racialisation du débat, puisqu'elle parle véritablement de je n'ai pas à m'excuser d'être blanche, je n'ai pas à m'excuser d'être française. Voilà le débat. On sait qu'elle est retirée officiellement de la vie politique, Marion Maréchal. Elle a été députée du Front National il y a quelques années. Elle n'est plus dans la vie partisane, mais elle se rappelle au bon souvenir de l'opinion assez régulièrement. Et c'est manifestement ce qu'elle a voulu faire hier soir avec cette vidéo postée sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on peut en dire à cette heure. Nicolas B, vous avez le sentiment que Marion Maréchal dit tout haut ce que le RN pense tout bas? J'ai le sentiment surtout qu'elle dit quelque chose qui apparaît comme une évidence à des millions de Français. En réalité, Marion Maréchal, elle ne s'interdit pas de parler, c'est bien normal. Elle fait plus de politique au sens électoral du terme. Elle a le droit, comme en tant que citoyenne, d'exprimer son opinion. Et ce qui s'est passé depuis maintenant une dizaine de jours est à proprement parler insupportable. On a un événement, certes dramatique, tout le monde en convient, qui s'est déroulé à 6000 km d'ici, à Minneapolis. Et on essaye d'installer une sorte de responsabilité collective. Nous serions responsables de la faute individuelle d'un ou de quelques policiers aux États-Unis. Voilà. Et c'est installé ensuite en France avec des manifestations interdites, avec des violences, etc. Une espèce de culpabilisation des Français. Eh bien oui, on n'a pas à s'excuser de ce que nous sommes. Et on n'a pas de responsabilité. Il y a un principe fondamental dans un état de droit et un principe de civilisation même. C'est le principe de la liberté individuelle et donc de la responsabilité individuelle. Là, on essaye d'installer une espèce de responsabilité collective. Il faut mettre fin à cette dérive. Et moi, je déplore que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner en particulier, eh bien, se soit soumis comme ça à cette espèce de chantage insupportable, à cette pression. On voit que c'est les organisations d'extrême gauche, relayées par les prétendus antiracistes, etc., qui essayent d'installer l'idée que la France serait raciste. Mais c'est tout le contraire. La France est sans doute le pays le moins raciste au monde. Et personne en France n'est traité en fonction de sa couleur de peau. Et il y a beaucoup plus de violence de la racaille, des délinquants contre les policiers que des fautes individuelles commises par des policiers, même si, quand il y en a, évidemment, elles doivent être sanctionnées. Les faits et les enquêtes disent le contraire. En France, il y a des personnes qui sont traitées différemment par la police, notamment à cause de leur couleur de peau. Je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche. Cette phrase, vous la comprenez comment? Personne n'a demandé à Marion Maréchal Le Pen de s'excuser. Donc, cette façon de s'exprimer sur le registre de l'émotion, de replacer encore une fois le débat en des termes identitaires, à faire des amalgames que personne ne fait, ça lui permet, elle encore, d'aller sur son terrain favori qui est la question identitaire, qui est la question de l'opposition des hommes et des femmes de couleur blanche et de couleur noire. Donc, encore une fois, elle instrumentalise un débat qui doit rester serein, qui doit effectivement pas être régi par l'émotion, mais qui doit nous interroger collectivement sur, en effet, ce que vous énoncez comme des faits,
à savoir un certain nombre de discriminations. Alors il y a des actes racistes dans la police comme il peut y en avoir ailleurs, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la police et que la gendarmerie ont un problème de racisme en tant que tel, mais il y a des actes isolés qui doivent être sanctionnés de façon extrêmement sévère. Et au-delà de ça, il y a un débat, me semble-t-il, plus large que nous devons avoir sur, en effet, un certain nombre de discriminations que ressentent un certain nombre de personnes lorsqu'ils essaient d'accéder à l'emploi, au logement. Et placer cela sous le registre de l'émotion, encore une fois, ça interdit d'avoir ce débat qui s'appuie sur des faits et qui s'appuie sur des arguments raisonnés et pas encore... En l'occurrence, c'est le gouvernement qui cède à l'émotion. Quand vous avez Christophe Castaner qui dit les manifestations sont interdites, on est encore en état d'urgence sanitaire, mais là, dans le cas précis, parce que l'émotion l'emporte, eh bien, on va autoriser les manifestations. Mais pendant 3 mois, les Français n'ont pas eu le droit d'aller à l'enterrement d'un proche en raison de la crise sanitaire, petit nombre, en tout petit nombre, voilà, limité à 10 limité à 10 ou à 20 personnes, c'est-à-dire que l'émotion, en cas de funérailles, l'émotion n'était pas prise en compte dans les décisions, dans les règles imposées par le gouvernement. Mais là, dans le cas précis, c'est la dictature de l'émotion. On nous dit, dans l'affaire Traoré, il faut laisser les manifestations libres. Excusez-moi, mais sur l'affaire Traoré, un tout petit point là-dessus quand même. Adama Traoré, il n'a pas été interpellé en raison de sa couleur de peau. Il a été interpellé parce que la police venait interpeller pour un acte de délinquance son frère et que lui, quand la police est arrivée, il s'est enfui. Et d'ailleurs, des gendarmes en l'occurrence, et d'ailleurs 2 des gendarmes qui participaient à l'interpellation étaient antillais. Donc difficile de les accuser de racisme. Donc en réalité, le prétendu racisme de la police, cette accusation qui est insupportable, en réalité, elle est totalement infondée, y compris dans le cas précis d'Adama Traoré. Nous en savons plus. Attendez, je voudrais entendre Sandra Rigol parce qu'elle n'a pas encore parlé. Nicolas Bay parle de dictature de l'émotion après évidemment le meurtre de George Floyd aux États-Unis. C'était il y a un peu plus de 2 semaines. Est-ce que cette émotion, ça je crois que personne ne peut dire le contraire, ça a suscité une émotion globale ce meurtre. Est-ce que cette émotion elle brouille le débat politique en France et est-ce que finalement, parce que c'est ce que laisse entendre Nicolas Bay, on ne mélange pas un peu tout en parlant de l'affaire Traoré d'un côté, de l'affaire George Floyd de l'autre et qu'on prend des décisions basées uniquement sur cette émotion sincère et globale. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y a des chiffres en France qui démontrent qu'il y a une inégalité de traitement suivant le territoire dans lequel on habite, suivant la façon dont on s'habille et suivant sa couleur de peau. Cette inégalité, elle est telle qu'en 2016, la Cour de cassation condamne l'État français pour faute lourde sur les contrôles aux faciès. Peut-être qu'à un moment donné, l'affaire George Floyd, elle permet de sortir du déni. Parce que s'il y a des problèmes, en fait, il faut les affronter. Il ne faut pas les cacher. Et juste un petit mot. Je suis absolument ravie que BFM et d'autres médias donnent la parole à une directrice d'école privée. Mais je trouve dommage que la seule directrice d'école, quand ce métier est important, construit la citoyenneté et le vivre ensemble, je trouve ça fort dommage que la seule directrice d'école qui fasse le titre de votre une soit Marion Maréchal Le Pen et pas toutes celles et tous ceux qui nous permettent de bien vivre. Alors Marion Maréchal, vous le savez, effectivement, elle n'est plus un personnage, elle n'est plus impliquée directement dans la politique, c'est quand même un personnage public, elle a un nom qu'elle a abandonné en partie, mais parce qu'elle a quand même une voix dans une certaine droite, vous le savez autant que moi. Mais elle n'est pas le débat. Le débat ce matin, c'est pas de savoir si on doit donner la réponse. Je vous pose une question, est-ce qu'on n'est pas au cœur du débat quand on considère qu'hériter d'un nom et donc hériter du patrimoine de notoriété de son grand-père suffit à être écouté. Elle a été élue députée, voilà. Mais c'est pas le débat ce matin. Le débat, c'est cette phrase et ce qu'elle veut dire dans le contexte actuel. Vous le savez, ce n'est pas neutre. On peut choisir de ne pas parler des thèmes qui intéressent les Français ou qui sont traités dans l'actualité ou qui résonnent dans la société en ce moment. Ça peut être un choix. C'est pas le choix qu'on fait ici. On a l'intention de parler des débats, de tous les débats, d'expliquer pour comprendre. C'est l'idée. Et c'est pour ça qu'on donne la parole, ou qu'on écoute en tout cas Marion Maréchal, et qu'on vous fait réagir ici même, vous, ce matin, pour que vous nous expliquiez ce que vous en pensez. Au-delà de la crise sanitaire, Jérémy Brossard, qu'est-ce qu'il doit aborder le président de la République ?
Il s'agit pour lui de refermer la séquence sanitaire. On sort peu à peu de la crise sanitaire et il y a la crise économique qui arrive, qui va devenir une réalité pour de nombreux Français avec des plans sociaux qui vont se multiplier. Donc il va mettre au cœur de son intervention la bataille pour l'emploi sur fond de récession historique, on le sait, et de chômage qui va exploser dans les prochains mois. Ça sera l'occasion aussi sans doute de refermer justement cette séquence sanitaire en essayant d'expliquer que finalement tout n'a pas été raté, que les hôpitaux ont souffert certes, mais qu'ils ont tenu, que la première ligne, ce qu'on a appelé la première ligne pendant le confinement a tenu. Il n'y a pas eu l'écroulement du pays, comme pour reprendre l'expression qu'avait employée notamment Édouard Philippe, le Premier ministre à l'Assemblée. Donc sans doute petit satisfecit malgré tout attendu de la part du chef de l'État, malgré les polémiques sur les masques notamment ou encore sur les tests. Et puis plus globalement, il va essayer de reprendre le fil de son quinquennat. Il reste 1 an et demi avant la fin de son mandat. Essayer de réorienter, retrouver un nouveau cap. Il l'avait dit le 13 avril dernier, il faut se réinventer. Moi le premier, on aura sans doute les premiers indices de la façon dont il entend se réinventer, notamment sur la méthode. Alors on peut y croire, ne pas y croire, mais le Macron du début du quinquennat qui décide de tout d'en haut vertical, celui-là sera oublié et on aura quelque chose sans doute de beaucoup plus participatif, les initiatives locales, la décentralisation, le dialogue social avec les partenaires sociaux. Bref, une nouvelle étape, peut-être un acte 3 du quinquennat. En tout cas, c'est ce qu'il va commencer à dessiner, mais il y aura sans doute aussi une intervention début juillet, après les municipales, le deuxième tour, et sans doute avec un remaniement. Mais ça sera pour début juillet. Crise sanitaire, crise économique, monde d'après, puisque vous vous êtes exprimé sur la ligne éditoriale de BFM TV. Je vous donne l'opportunité de donner un conseil à Emmanuel Macron. Peut-être nous écoute-t-il. Qu'est-ce qu'il doit dire dimanche soir à 20h ? Alors, s'il pouvait dire ce que les écologistes lui avaient conseillé, je pense qu'il a eu suffisamment de propositions déposées sur sa table pour le savoir. Ce qui est étonnant, en revanche, et ce qui me donne peut-être un peu d'espoir, c'est que tout ce qui était inutile, dépensier, sans intérêt, dangereux, hier, devient avec la crise essentielle. On est en train de parler de relocalisation, on est en train de parler d'investir dans la transition écologique, parce que ce sont les seuls emplois qui nous permettent de relocaliser l'emploi, d'arriver à faire travailler toutes les personnes à travers les territoires. Là où j'ai une grosse inquiétude, c'est qu'on est très habitué aux grands discours d'Emmanuel Macron, par exemple sur l'environnement, et à l'absence d'actes qui suit, comme le dénoncent chaque jour toutes les assos environnementales. Et que si on continue comme ça, appliquer les modèles d'avant qui nous ont conduits à la crise d'aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas beaucoup à espérer de demain. Et que la jeunesse se lève depuis un bon moment pour protester sur les inégalités environnementales, sociales, et que je pense que si, là, le président de la République n'est pas en capacité de changer totalement de logiciel, et pas seulement de faire des petits ajustements, cette jeunesse, il a bien raison, comme je l'ai lu dans de nombreux journaux, de craindre son réveil et de craindre sa reprise de pouvoir citoyen. Alors, relocalisation, changement de système, le RN, pardon, et les Verts d'accord ce matin sur ce plateau ? Je suis pas sûr qu'on ait tout à fait la même vision d'une économie réellement protégée. Et surtout, la question, c'est de savoir si les actes suivront. Et c'est là-dessus qu'on peut avoir un vrai doute. En réalité, je crois que les Français aujourd'hui, ils sont très lucides sur les lacunes, les carences, les écueils, les échecs du gouvernement et d'Emmanuel Macron au cours de ces derniers mois. Ça a été évoqué, les tests, les masques, etc. Tout n'a pas été fait pour protéger efficacement les Français. On pourra aussi parler des frontières. Et on voit aujourd'hui que les pays qui ont été les plus à même de protéger leur population en tests, en masques, en frontières, c'est aussi ceux qui ont déconfiné le plus tôt et dans les meilleures conditions. Bon. Les Français ont été exemplaires. Ils ont consenti à des sacrifices de liberté individuelle considérables et aujourd'hui on est en situation de déconfiner et peut-être même de déconfiner un peu plus vite, on verra, que ce qui était prévu. Bon, tant mieux. Mais d'ailleurs, c'est d'abord lié à la discipline et au civisme dont les Français ont fait preuve avant d'être mis au crédit du gouvernement. Mais l'urgence, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Je vous pose la question parce qu'un chiffre terrible a été publié ce matin. 500 000 destructions d'emplois au premier trimestre. Regardez, il est là, ce chiffre, dans le secteur privé, évidemment. D'où l'urgence, d'où ma question. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est l'économie, c'est le social, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est la question. Pourquoi Emmanuel Macron va parler dimanche ? On se demande si c'est pas lié simplement à la concurrence à la tête de l'exécutif pour pas laisser le champ libre au Premier ministre. S'il a des choses à dire, tant mieux qu'il parle et qu'il s'exprime. Mais il faut poser des actes.
Quel acte pour réindustrialiser? Quel acte pour retrouver notre souveraineté et arrêter la vulnérabilité industrielle de la France? Quel acte pour se défaire de la dépendance en matière de médicaments, mais pas seulement, à l'égard de la Chine? C'est-à-dire, maintenant, il faut des actes concrets. Et en réalité, c'est là où je crains que ces actes ne viennent pas, parce que la remise en cause de ce modèle-là, du libre-échange mondialisé, en réalité, c'est la remise en cause d'Emmanuel Macron lui-même. Il est l'incarnation politique de cette ligne politique qui a consisté finalement à multiplier les accords de libre-échange avec le monde entier, à ne pas protéger la France et donc à placer notre pays et notre peuple en situation de vulnérabilité, et on l'a payé au prix fort. Et il en prend pour son grade, le président de la République, ce matin. Il a raté le confinement, raté le déconfinement, pas de mesures fortes annoncées. On ne sait pas très bien où se situe sa ligne politique désormais. Qu'est-ce qu'il doit faire pour rassurer le chef de l'État dimanche soir à 20h? Alors, il y a quand même une forme de sévérité particulière et je dirais assez spécifique à notre pays vis-à-vis de façon générale du gouvernement, quel qu'il soit, et du président de la République. Ça a été souligné d'ailleurs par un certain nombre d'observateurs internationaux. Je pense à cet article du Washington Post qui revenait sur la gestion qui était, somme toute, assez positive. Il couvre la 5e République, Washington Post du gouvernement. Permettez-moi de finir. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de conclusions qui seront à tirer, notamment sur le plan sanitaire. Et moi, je crois qu'il ne faut pas confondre la question de la souveraineté française sur le plan sanitaire, sur le plan, par exemple, de la fabrication des médicaments, et la question de la relance économique, qui sont deux sujets, à mon avis, très distincts. Et pour moi, la priorité, et ce que j'attends en tout cas de cette prise de parole du président ce dimanche, ce seront notamment les priorités dans cette relance. Et pour moi, il y a un certain nombre de sujets comme l'accès à l'emploi et les risques que feront peser cette crise économique sur les personnes les plus éloignées, sur les jeunes. On a l'étude de l'OCDE qui vient de sortir et qui montre en effet qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont alarmants et qui doivent nous alarmer. Sur un certain nombre de secteurs aussi, on sait que les services, le tourisme, le luxe sont particulièrement touchés. Et donc c'est finalement quelque part les avantages comparatifs de la France qu'il va falloir appuyer, qu'il va falloir conforter, qu'il va falloir accompagner pour que nous ne perdions pas trop de points de croissance. Et le dernier point, et j'en finirai rapidement, il me semble important, et cette crise l'a montré, de faire davantage confiance au territoire et d'accélérer peut-être ce que nous avions déjà envisagé dans le cadre de la loi 3D, les processus de déconcentration, décentralisation, différenciation, puisque nous l'avons vu, les collectivités ont été au rendez-vous, les collectivités ont été à la hauteur, et je crois qu'il faudra qu'elles soient largement présentes pour accompagner cette reprise. On va aborder avec vous trois ce matin, vous l'avez peut-être entendu ou pas, vous allez l'entendre maintenant sur BFM TV. Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains, il s'exprimait ce matin sur Europe 1, écoutez. En plein état d'urgence, est-ce que vous interdisez les manifestations contre le racisme? Oui, mais bien sûr. Vous les interdisez? Mais il y a d'autres moyens. Écoutez, en plein confinement, les Français ont voulu montrer leur attachement, leur soutien à l'héroïsme des personnels soignants. Ils n'ont pas descendu dans la rue. Ils ont applaudi à leur balcon. Il y a d'autres moyens. Quand on veut partager une émotion, et il est vrai qu'il y a une émotion légitime quand on voit comment cet Américain, ce noir Américain, a été finalement tué. Eh bien, je pense qu'on a d'autres moyens. Je vous ai vu sourire, Sandra Rigol, à l'écoute de Bruno Retailleau. Oui. C'était un vrai sourire ou vous riez jaune? Je riais jaune parce qu'en fait, il y a eu il prend un exemple qui est un contre-exemple, c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations pourtant interdites de soutien au personnel soignant. Il y en a eu à Paris, 2 à ma connaissance, et peut-être plus. Donc en fait, il essaye de construire une inégalité de traitement qui n'existe pas. En fait, il construit la division de la société, exactement comme dans votre premier sujet, Marion Maréchal Le Pen essayait d'opposer les blancs et les non-blancs, comme s'il fallait construire... Ça, c'est les manifestants depuis 15 jours qui ne font que ça. On ne peut pas avoir une seule phrase sans que vous me coupiez, monsieur B. On est d'accord? Non, non. Si. Donc, c'est assez... Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rire jaune, j'ai l'impression que cette société-là, c'est la société, même pas d'hier, d'avant-hier. Et qu'aujourd'hui, j'espère que ces discours n'ont plus prise, parce que mentir comme ça à l'antenne... C'est quand même extrêmement dangereux quand on a les responsabilités qu'a M. Retailleau. En tout cas, ce n'est pas de nature à donner confiance dans les politiques en général. Marine Le Pen qui réagit à l'instant au propos de sa nièce, se mettre sur un plan racial, c'est tomber dans un double piège. D'abord celui des indigénistes, des racialistes, alors qu'il faut rester sur un plan républicain. C'est ce qui fait la spécificité de notre pays. C'est aussi tomber dans le piège de l'américanisation, alors que rien ne se construit en France en fonction de communautés. Sur l'interdiction des manifestations antiracistes pendant l'état d'urgence, votre sentiment, Nicolas B?
est-ce qu'on a encore un ministre de l'Intérieur? C'est ça la question. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur de manière officielle, très solennelle, qui explique que on va pouvoir s'affranchir des règles pour ces manifestations, eh bien la question c'est de savoir si la loi et l'ordre sont encore respectés dans notre pays. Les Français, lorsqu'ils allaient faire leur jogging à 1,2 km de chez eux, ils prenaient une amende de 135 €. Aujourd'hui encore, à Paris, le restaurateur qui déborde un peu sur la voie publique pour sa terrasse, il risque une amende importante. Et dans le même temps, on a le ministre de l'Intérieur qui laisse des manifestations de sans-papiers, des milliers de personnes dans la rue il y a 15 jours, qui laisse des manifestations avec des débordements, des exactions commises, des policiers insultés, un policier noir qui est traité de vendu par les manifestants. Ça, on laisse faire totalement. Voilà, donc on voit bien qu'on a un état de droit à géométrie variable. Et que ce soit le ministre de l'Intérieur qui ait pris cette initiative-là, c'est gravissime. Il s'est comporté comme un petit militant socialiste, que fondamentalement il est resté, Christophe Castaner, donc c'est par connivence militante à l'égard de tous ces petits groupes de gauche, SOS Racisme, etc., qu'il fait cela, mais il n'est pas du tout à la hauteur de sa fonction et de sa mission. Sa mission, c'est d'assurer l'ordre en France et de veiller à l'égalité de droit entre les citoyens. Il s'est affranchi de cette mission et donc il est disqualifié pour rester place Beauvau. En matière de rassemblement et de manifestation, il y a un 2 poids 2 mesures ces dernières semaines? Alors, Monsieur Bay, je vais vous répondre. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un mois, nous sommes sortis du processus de confinement strict. Les chiffres les plus récents montrent que la circulation du virus est beaucoup plus faible, le nombre d'admissions en urgence, le nombre de décès, et il faut s'en réjouir, et j'espère que vous en réjouissez avec nous. Dans ces conditions, il y a un certain nombre d'activités qui ont repris, les restaurants, comme vous le dites, avec un certain nombre d'ailleurs de marges de manœuvre qui ont été assouplies pour les restaurateurs, et nous allons sans doute aller vers un assouplissement encore plus grand des règles. À partir notamment du 22 juin. Dans ces conditions, à partir du moment où on a en effet une situation sanitaire qui s'améliore, des événements qui mobilisent très fortement l'opinion publique française et plus largement une opinion publique mondiale sur ce sujet-là, c'est aussi faire preuve de compréhension, je dirais, politique de la situation française, que de dire, j'entends qu'un certain nombre de Français aujourd'hui s'interrogent sur un certain nombre de sujets, j'entends qu'il y a un besoin d'une réponse du gouvernement. On ne peut pas reprocher depuis 3 ans une forme de verticalité très forte du pouvoir et un manque d'écoute et d'empathie, et au moment où on a un ministre qui fait preuve d'écoute, le lui reprocher. Vous voyez, ces injonctions contradictoires permanentes nuisent à mon avis encore une fois, et brouille votre message. Non mais en réalité, il fait preuve de compréhension à l'égard de ses amis politiques. Merci à tous d'être venus participer à ce débat ce matin sur BFM TV.